suivez le journal sur MTV+, voici les titres. Au Bénin, la fabrication d'objets utilitaires pour lutter contre la prolifération des plastiques, c'est une initiative et on en parle dans ce journal. Et puis, le gouvernement du Congo annonce la création des Jeux de la République démocratique du Congo. Nous terminerons avec un hommage à l'ancien président Jiang Zemin, décédé récemment en Chine. Bienvenue. L'usage des sachets plastiques non biodégradables résiste à la législation au Bénin. Face à cette situation, des femmes de divers gouvernements ont décidé de faire une association située au sud du pays et adopter pour le recyclage de ces sachets plastiques qui jonchent rues, marchés et dépotoirs. Ceci à travers leur transformation en produits commerciaux. Dans les communes du sud Bénin, plusieurs associations de femmes s'investissent dans le recyclage des sachets plastiques non biodégradables et leur transformation en produits commerciaux. Sous la houlette de l'ONG Educo-Plastic et Green in Africa Together, des femmes effectuent des journées de salubrité et de recyclage des sachets plastiques sur les artères, sillonnent les marchés des arrondissements en vue de la transformation des sachets plastiques en gadgets. Du 2 au 4 décembre 2022, ces femmes venues des départements du littoral et de l'Atlantique ont exposé leurs œuvres dans le cadre de la foire Expo Educo-Plastic 2022. Nous avons fait une longue marche pour juste collecter les sachets. L'histoire de les recycler, mais de passer une information à ces personnes-là qui sont dans ces marchés, les inviter à prendre conscience des bienfaits, des avantages économiques et environnementaux qu'on peut obtenir à travers le recyclage des plastiques. Organisées en divers ateliers, elles ont réalisé des sacs à main, des trousseaux, des porte-clés, des chapeaux, des paillassons et autres à l'aide de la technique de tricotage des sachets plastiques. Aussi ambitionnent-elles d'apprendre d'autres techniques, notamment le tissage de sachets plastiques avec le coton, afin de fabriquer des sacs étudiants, écoliers, des chaussures et de nombreux autres produits. Les sachets plastiques polluent davantage notre environnement. Nous exhortons nos compatriotes à ne plus jeter les sachets plastiques après utilisation car on peut les réexploiter pour en faire des sacs, des bracelets, des boucles d'oreilles et autres. Malgré les initiatives de sensibilisation et menaces de répression, l'usage des sachets plastiques non biodégradables résiste à la législation portant interdiction de fabrication, importation, vente et utilisation des sachets non biodégradables en vigueur depuis 2017 au Bénin. Comme alternative, certains commerçants, promoteurs d'entreprises et certaines pharmacies œuvrent pour la promotion des emballages biodégradables faits en papier craft. Il y a quelques jours, environ 300 personnes ont été tuées dans une localité de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, par des rebelles du M23. Lundi dernier, des dizaines de jeunes se sont rassemblés en hommage à ces victimes. Munis de pancartes, ils étaient des dizaines de jeunes à s'être rassemblés lundi dans le centre-ville de Goma, à l'est de la RDC, notamment pour saluer la mémoire des victimes de Kishiché, une localité où les rebelles du M23 auraient massacré il y a quelques jours autour de 300 personnes, selon le gouvernement. Il y a nos compatriotes qui ont été tués avec les terroristes du M23 et le président de la République avait décrété 3 jours de deuil national. Et nous, en tant que jeunes Congolais, on s'est dit de s'unir ensemble pour compatir avec nos amis et pour pleurer les nôtres. Un sommet organisé le 23 novembre en Angola a ordonné un cessez-le-feu suivi du retrait du M23 des positions conquises. Mais les combats se poursuivent entre le groupe rebelle et l'armée congolaise. Disons que trop c'est trop, on en a marre. On ne veut pas de la guerre, vraiment. Nous sommes là pour la paix. Nous sommes les Congolais, cherchent la paix. On cherche la paix avec des voisins, mais les voisins ne veulent pas nous donner la paix. On est là pour interpeller la communauté internationale et notre président que non. La jeunesse de la RDC disent non, trop c'est trop. Ils sont là pour la guerre. On voulait aussi adhérer dans l'armée pour aller combattre nos ennemis. Le M23, ancienne rébellion Tutsi qui a repris les armes fin 2021, bénéficie, selon Kinshasa, du soutien actif du Rwanda, ce que conteste Kigali.
Toujours en République démocratique du Congo, le gouvernement annonce la création des Jeux de la RDC. Selon les autorités sportives du pays, ces Jeux prévus au premier semestre de 2023 devraient permettre de découvrir et de sélectionner les meilleurs talents sportifs du pays. Pour promouvoir le sport en République démocratique du Congo, les autorités congolaises annoncent la création des Jeux de la RDC. Ces Jeux prévus en 2023 devraient permettre de découvrir et de sélectionner les talents à accompagner pour créer des champions. Dans une interview exclusive accordée à Africa 24, Isidore Kwandia, directeur du Comité national des Jeux de la francophonie, revient sur l'importance de ces Jeux. Qu'on puisse créer les Jeux de la RDC. Les Jeux de la RDC, parce que vous savez, la RDC, c'est un pays continent, avec 26 provinces. Avec les Jeux de la RDC, il y aura des compétitions au niveau des provinces. Ça va permettre aux jeunes Congolais d'aller visiter d'autres provinces. Et puis, la finale va avoir lieu à Kinshasa. L'objectif principal qu'on recherche aussi derrière ça, c'est de renforcer l'unité nationale et la cohésion dans un pays continent. Le projet des Jeux de la RDC vise le développement des disciplines sportives à la base sur toute l'étendue du territoire national. Et pour atteindre cet objectif, le pays qui accueillera les 9e Jeux de la francophonie du 28 juillet au 6 août 2023 multiplie les investissements pour se doter d'infrastructures sportives conformes aux normes internationales. Alors, en acceptant les Jeux, c'était pour lui une opportunité d'investir dans les infrastructures sportives pour que ces infrastructures servent par la suite à la jeunesse congolaise. Dans le cadre de la politique nationale sportive, les autorités congolaises ont adopté début 2022 le projet dénommé Objectif 2024, un résumé des actions gouvernementales à mener durant la période allant de 2022 à 2024 dans le secteur sportif. Cette feuille de route vise notamment à canaliser les efforts du gouvernement congolais dans 12 disciplines sportives afin de créer des champions à l'horizon 2024. 2/3 des passagers et des marchandises voyagent par route à Madagascar, ce qui en fait le premier mode de transport du pays. Aussi, investir dans les routes, c'est faire preuve d'une économie intelligente, d'où le lancement des travaux de construction de la première autoroute financée à 924 millions de dollars sur 4 ans qui va relier Antananarivo et Toamasina. En 2026, l'État insulaire de Madagascar sera doté de sa première autoroute selon le gouvernement. Pour joindre la parole à l'acte, les autorités routières malgaches ont effectué le 3 décembre 2022 la pose de la première pierre dans la commune de Talata, Volonondri. Longue de 260 km, cette autoroute financée par le gouvernement malgache et des bailleurs de fonds à hauteur de 924 millions de dollars va relier la capitale Antananarivo à Toamasina. Cette autoroute est la preuve tangible de la détermination de l'État Magalhazi à remonter sa vitesse d'action pour rattraper notre retard de développement et amener Madagascar dans la direction de l'émergence. Cette première autoroute sera un catalyseur de développement économique sans précédent, non seulement pour les régions qu'elle va parcourir, à savoir la région Aluatra, Mangoro et Atsinanana, mais aussi pour le pays tout entier. Cette première autoroute malgache comprendra 4 intersections de voies avec un échangeur à Antananarivo, un échangeur à l'intersection de la route nationale numéro 4, un échangeur à Brickaville, Toamasina, 4 bretelles reliant Ambatondrazaka et 2 autres vers Brickaville. Elle permettra de désengorger la route nationale numéro 2 où en moyenne 1200 véhicules circulent au quotidien. Dès lors que ce projet verra le jour en 2026, cela aura un impact fort en termes d'image, en termes de communication, mais également en termes de politique concrète, puisqu'il y aura des retombées fortes sur le plan économique avec une création d'emplois importante. Puis cela va aussi développer le tourisme à Tamatave, puisque c'est une ville qui est très appréciée à Madagascar. Cela laisse aussi entrevoir maintenant une continuité de l'État et des grands projets présidentiels indépendamment des hommes. L'impact direct de la nouvelle route sera bénéfique à l'activité économique, notamment dans les secteurs manufacturiers et industriels, et des milliers d'emplois de services vont être créés. De l'autre côté du globe, le ministre français de la Santé, François Braun, a fait le point de la situation sanitaire au moment où les épidémies de Covid, de grippe et de bronchiolite évoluent considérablement dans le pays. Le port du masque obligatoire suscite bien des débats.
Le gouvernement français va-t-il être contraint dans les prochaines semaines de rendre le port du masque obligatoire? La question se pose au moment où les épidémies de Covid, de grippe et de bronchiolite se propagent. En visite dans un hôpital de la banlieue parisienne, le ministre de la Santé, François Braun, a fait le point sur la situation. Les gestes barrières, la vaccination, c'est une protection individuelle pour les patients les plus à risque, comme ceux que j'ai rencontrés aujourd'hui ici à l'hôpital Foch. C'est aussi une responsabilité collective. Notre système de santé est en grande tension, que ce soit la médecine de ville, que ce soit l'hôpital. Dans cette tension actuelle, cette triple épidémie, bronchiolite, grippe et Covid, met le système en danger. Et si le système n'arrive plus à tenir, eh bien, c'est tous les patients qui vont être dans une situation difficile. Un message qui a parfois du mal à passer. Est-ce qu'il faut le rendre obligatoire? C'est une grande question. Moi personnellement, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver une solution pour s'y faire au Covid finalement, parce qu'on a l'impression que ça passe, ça revient, ça passe, ça revient. Donc je pense que le rendre obligatoire c'est un peu difficile, parce qu'aujourd'hui les personnes en ont un peu ras-le-bol de toute la situation. Et puis voilà, pour moi personnellement, il ne faut pas le rendre obligatoire. Dans ce cabinet de pédiatrie de Vincennes en région parisienne, les patients continuent d'affluer. De nombreux professionnels de santé exhortent le gouvernement à durcir sa position concernant le port du masque. C'est en Chine que nous refermons ce journal. Aujourd'hui, mardi, la Chine a rendu hommage à l'ancien président Jiang Zemin, décédé à l'âge de 96 ans. Cette journée de deuil national a enregistré une cérémonie commémorative à Pékin en présence de l'actuel président chinois. Journée de deuil national ce mardi en Chine, en hommage à l'ancien président du pays, Jiang Zemin. Une cérémonie commémorative s'est déroulée à Pékin, en la présence de l'actuel président chinois Xi Jinping. Décédé la semaine dernière à l'âge de 96 ans, Jiang Zemin a dirigé la Chine pendant 10 ans, de 1993 à 2003, contribuant à faire du pays l'une des plus grandes puissances économiques mondiales. À l'occasion de ces hommages, un autre ancien président, Hu Jintao, est réapparu pour la première fois en public depuis son départ inopiné du congrès du Parti communiste en octobre dernier. C'est la fin de cette édition de l'actualité. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.